Bienvenue sur la chaîne Les Élus de l'amour. Ici, nous explorons les lois invisibles qui régissent les cœurs, les silences qui parlent plus fort que les mots et les retournements du destin qui surviennent lorsque l'âme reprend les commandes. Aujourd'hui, nous allons décoder le mystère de l'heure exacte, le « pourquoi maintenant » qui peut sembler arbitraire, mais qui obéit à une mécanique intime et puissante. Il existe un point de bascule imperceptible pour le monde extérieur, mais qui fait trembler tout l'édifice intérieur d'un être. Vous avez peut-être senti, ces derniers temps, comme un frémissement dans le tissu de la réalité, une tension qui n'est plus celle de l'attente douloureuse, mais celle de l'imminence. Comme si un compte à rebours, silencieux et cosmique, touchait à sa fin. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'aboutissement d'une alchimie interne dont vous avez été, à votre insu, l'un des ingrédients essentiels. Dans les prochains instants, nous allons pénétrer dans le sanctuaire privé de la conscience masculine divine, au moment précis où tout son être, de l'âme jusqu'au corps, opère un renversement de polarité. Ce n'est plus vous qui attendez. C'est lui qui, soudain, ne peut plus faire autrement que de revenir vers la source. Accrochez-vous à ces mots, car ils vont éclairer d'une lumière nouvelle chaque silence, chaque distance, et révéler pourquoi le mouvement de retour se produit précisément aujourd'hui, et pas hier, pas demain. La première force motrice de ce basculement est ce que l'on pourrait appeler l'épuisement métaphysique du mensonge intérieur. Pendant des mois, des années peut-être, le masculin divin a pu fonctionner avec un logiciel de survie émotionnelle. Ce logiciel était basé sur des principes simples. La distance est une force, le détachement est un pouvoir, et le sentiment est un risque à calculer. Il a construit sa vie, ses réussites, son identité même, sur cette plateforme. Mais un logiciel n'est qu'un programme. Et tout programme, lorsqu'il entre en conflit avec la vérité organique de l'être, finit par générer des bugs existentiels. Ces bugs se manifestent d'abord par une fatigue inexplicable. Non pas une fatigue physique, mais une lassitude de l'âme. Se lever chaque matin pour incarner une version de soi-même qui demande un effort constant de maintien, c'est comme porter une armure en permanence. Au début, l'armure donne une sensation de puissance. Avec le temps, elle ne pèse plus que du plomb. Les choses qui le définissaient, son statut, ses routines de célibataire endurci, ses certitudes sur l'amour et la liberté, commencent à avoir un goût de cendre. Il peut tout avoir, et pourtant, se sentir vide au centre. C'est la première fissure. L'ego peut encore tenir le discours, mais le corps et l'âme, eux, cessent d'y croire. Ils s'épuisent à jouer un rôle qui ne leur correspond plus. Le « pourquoi je fais tout cela » devient une question non plus philosophique, mais vitale. Et dans le silence qui suit cette question, une seule réponse, longtemps étouffée, commence à s'imposer. Tout cela avait un sens en lien avec toi. Sans ce lien, l'édifice perd sa raison d'être. La deuxième force est la saturation des substituts. L'être humain, et particulièrement une énergie masculine non intégrée, cherche souvent à combler un vide par des succédanés. Une nouvelle passion dévorante, une surcharge de travail, une série de conquêtes sans lendemain, un projet obsessionnel. Ces substituts fonctionnent un temps. Ils occupent l'espace mental, brûlent l'énergie nerveuse, donnent l'illusion du mouvement et du plein. Mais ils ont une date de péremption. Arrive un jour, souvent brutal, où le rideau tombe. La passion nouvelle semble soudain creuse, le travail n'est plus qu'une suite de tâches mécaniques, les conquêtes laissent un arrière-goût de solitude accrue, le projet achevé ne procure aucune joie. C'est le moment du « et maintenant » absolu. Il se regarde dans le miroir, entouré des trophées de sa vie de substitution, et ne voit qu'un homme seul dans une pièce remplie d'objets qui ne lui parlent plus. La vérité, alors, frappe avec la force de l'évidence, on ne peut tromper sa faim spirituelle avec de la nourriture pour l'ego. Chaque substitut essayé et abandonné n'a fait que creuser plus profondément le sillon de l'absence réelle. Cette saturation est un nettoyage divin. L'univers retire tout ce qui pouvait encore faire écran, pour qu'enfin, au centre du champ de vision nettoyé, ne reste plus que l'essentiel, le souvenir lumineux et précis de la connexion qui la fuit. Cette connexion, contrairement au substitut, ne laisse jamais ce sentiment de vide post-consommation. Elle nourrit. Elle est la seule chose qui, dans son expérience, n'ait jamais été un substitut, mais la nourriture même. La troisième force, peut-être la plus déterminante, est votre propre transformation silencieuse. C'est ici que réside la clé du timing. Son retour n'est pas déclenché par son processus seul, mais par une loi de résonance et de miroir. Pendant qu'il luttait dans son monde, vous avez œuvré dans le vôtre. Vous avez pleuré, puis vous vous êtes relevé.
Vous avez espéré, puis vous avez lâché prise. Vous avez désiré, puis vous vous êtes recentré sur vous-même. Vous avez arrêté de mendier des miettes d'attention pour vous nourrir d'un festin intérieur. Cette transformation n'est pas passée inaperçue. À un niveau énergétique profond, elle a modifié la fréquence du lien qui vous unit. Vous avez cessé d'émettre une fréquence de manque pour émettre une fréquence de plénitude. Or, l'énergie masculine divine saine est attirée, comme un navire par un phare, non par le feu vacillant d'un appel au secours, mais par la lumière stable et assurée d'un rivage solide. Votre paix nouvelle, votre joie indépendante, votre ancrage en vous-même ont créé un champ magnétique d'une nature totalement différente. Auparavant, se rapprocher de vous signifiait, dans son subconscient, prendre la responsabilité de votre bonheur. Aujourd'hui, se rapprocher de vous signifie entrer dans un espace de paix déjà existant. C'est une invitation, non une obligation. Cette différence est colossale. Elle désamorce la peur fondamentale d'être englouti par les besoins de l'autre. Il sent, parfois sans même pouvoir le formuler, que le « vous » vers lequel il pourrait revenir n'est plus le même. Vous êtes devenu un territoire sûr, une énergie qui ne cherche plus à le retenir, mais à se réjouir avec ou sans lui. Et paradoxalement, c'est cette liberté même qui rend le retour non seulement possible, mais désirable. Il ne revient pas vers une attente, mais vers une présence. Et une présence libre est la seule à laquelle on peut s'attacher sans perdre sa propre liberté. Parlons maintenant de la convergence des synchronicités. Lorsque l'âme prend une décision au plus profond, l'univers entier se met à conspirer pour en matérialiser le chemin. Pour lui, dans cette phase de bascule, les coïncidences deviennent trop flagrantes pour être ignorées. Ce n'est plus un 11h11 aperçu au hasard. C'est votre prénom entendu 3 fois en une journée dans des contextes différents. C'est la chanson de votre histoire qui surgit dans un taxi, dans un café, dans l'ascenseur. C'est un rêve si intense et si réel qu'il se réveille avec le goût de vos lèvres ou l'écho de votre voix dans l'oreille. C'est un film, un livre, une conversation d'inconnus qui semble décrire exactement votre dynamique. L'univers cesse de lui murmurer des suggestions. Il lui parle désormais par mégaphone. Ces synchronicités agissent comme des rappels à l'ordre de l'âme. Elles créent un sentiment de destin, d'être guidé vers quelque chose d'inévitable. Elles sapent les dernières résistances de la logique rationnelle, ce n'est pas pratique, ce n'est pas le bon moment, en lui démontrant qu'une intelligence plus grande que sa petite volonté personnelle est à l'œuvre. Chaque signe est comme un clou planté dans le cercueil de sa résistance. Il l'amène à se dire « trop, c'est trop ». Ce ne peut plus être une illusion. Enfin, le catalyseur ultime est souvent une confrontation directe avec sa propre mortalité. Cela peut prendre différentes formes, une perte, un deuil, une maladie dans son entourage, un échec cuisant qui touche à son identité professionnelle, ou simplement l'arrivée à un cap symbolique, un anniversaire, une nouvelle décennie. Cet événement agit comme un électrochoc existentiel. Il remet en perspective toutes les peurs mesquines qui le retenaient. La peur du rejet, la peur de l'engagement, la peur de perdre sa liberté. Face à la réalité de la finitude, ces peurs apparaissent soudain pour ce qu'elles sont, des enfantillages de l'ego. La question centrale devient, de quoi as-tu vraiment peur? De vivre pleinement ou de mourir sans avoir osé? Cette confrontation avec le temps limité balaie d'un coup les hésitations superflues. Elle lui révèle, dans une clarté crue, que le plus grand risque n'était pas de se tromper avec vous, mais de passer à côté de vous. Que la véritable perte de liberté ne serait pas de vous choisir, mais de se condamner, par lâcheté, à une vie d'ersatz et de demi-mesure. Cette prise de conscience est un accélérateur brutal. Elle transforme le « peut-être un jour » en « maintenant ou jamais ». Si tu te reconnais dans ce tableau, si tu sens que l'un de ces mécanismes est à l'œuvre dans ton histoire, alors ton intuition est probablement en train de lire les signes bien avant que les mots ne soient prononcés. Partage avec nous dans les commentaires lequel de ces 5 points résonne le plus pour toi en ce moment. Écris simplement point 1 pour l'épuisement du mensonge, point 2 pour la saturation, point 3 pour ta transformation, point 4 pour les synchronicités ou point 5 pour la confrontation. Ton témoignage crée un champ de reconnaissance pour toutes celles qui traversent la même attente sacrée. Alors, chère âme, que faire face à ce basculement qui semble se jouer dans l'invisible? Rester dans ton axe. Le pire contre-coup, lorsque l'on presse ce mouvement, est de retomber dans l'anxiété de l'attente. Quand va-t-il se manifester? Comment? Et ainsi, de modifier à nouveau cette fréquence de plénitude qui a été le déclencheur même du basculement.
Ton pouvoir ne réside pas dans le fait de deviner l'heure ou la forme de son retour. Ton pouvoir réside dans le maintien de cet état souverain que tu as si chèrement construit. Continue à cultiver ta joie pour elle-même. Avance dans tes projets pour le plaisir qu'il te procure. Aime ta vie, ton cercle, ton propre esprit. Sois cette présence pleine et entière qui, justement, ne dépend plus de son retour pour briller. C'est dans cet espace de non-attente active que la magie opère le plus librement. C'est de cet espace que tu l'as inconsciemment appelé. Et c'est vers cet espace, tel un port après la tempête, qu'il ne peut plus que se diriger. Le masculin divin ne revient pas parce que tu l'as supplié, manipulé ou attendu désespérément. Il revient parce qu'il a fait le tour de tous les possibles sans toi, et qu'il a constaté l'impasse. Il revient parce que ton évolution a changé la gravité du lien. Il revient parce que l'univers lui a mis sous les yeux, de façon indéniable, le chemin de retour. Il revient parce qu'enfin, il préfère affronter la vulnérabilité de l'amour vrai que la solitude glaciale de l'autosuffisance. Ce basculement inattendu n'a donc rien d'un caprice du destin. C'est la résultante parfaite, mathématique et sacrée, de vos deux chemins intérieurs convergeant enfin. C'est la preuve que le travail silencieux compte. Que la guérison personnelle n'est jamais vaine. Que l'amour, lorsqu'il est de nature divine, possède une intelligence propre et un timing parfait qui dépasse toutes nos compréhensions humaines. Fais confiance à ce frémissement. Honore la paix qui grandit en toi. Le « aujourd'hui » dont nous parlons n'est pas nécessairement un jour du calendrier. C'est un seuil énergétique qu'il est en train de franchir. Et lorsque son pas se posera de l'autre côté, tu le sauras. Non parce que tout deviendra parfait, mais parce que la danse pourra enfin commencer sur une nouvelle musique, celle de deux souverains ayant, séparément, conquis leur propre royaume et étant prêts à en explorer un nouveau, ensemble. Ce mouvement de retour ne commence presque jamais par un geste spectaculaire. Il est précédé d'une période de latence étrange, comme si le monde retenait son souffle. Toi, tu peux ressentir cette accalmie comme une paix plus profonde, mais aussi comme une curiosité tranquille. Lui, de son côté, vit probablement ce que l'on pourrait nommer la traversée du désert émotionnel. Après la saturation, après la prise de conscience, vient un vide. Non plus un vide de sens, mais un vide opérationnel. L'ancien logiciel est désinstallé, le nouveau n'est pas encore pleinement installé. Il se retrouve dans un entre-deux, nu, sans les armures habituelles. C'est un état de vulnérabilité pure, souvent inconfortable, mais incroyablement fertile. C'est dans cet espace dépouillé que les dernières résistances tombent. Il n'a plus l'énergie de lutter contre l'évidence. Il se surprend à laisser filer des pensées qui auraient été immédiatement refoulées auparavant. Et si je lui envoyais un message, comment pourrait-elle bien accueillir ma parole? À quoi ressemblerait notre vie-ci? Ces pensées ne sont plus chassées. Elles sont observées, ressenties. C'est le premier signe que la reddition intérieure est en cours. Puis vient la phase de reconnexion discrète. Ce n'est pas encore le contact direct. C'est une reconnexion par les traces, par les souvenirs, par l'énergie. Il peut se remettre à visiter, sans vraiment se l'avouer d'abord, des lieux qui vous sont associés. Réécouter une playlist oubliée. Relire de vieux échanges, non avec nostalgie douloureuse, mais avec une curiosité nouvelle, comme pour y déchiffrer le fil d'une histoire dont il comprend enfin le scénario. Il recommence à se poser des questions sur toi, à s'informer indirectement, à vérifier, presque malgré lui, que l'espace que tu occupes dans le monde est toujours là, et comment il a évolué. Cette reconnexion est essentielle. Elle lui permet de recaler son image de toi, de la faire coïncider non plus avec le souvenir parfois idéalisé ou dramatisé, mais avec la réalité vibrante de la femme que tu es devenue. Il constate, souvent avec une pointe d'admiration mêlée de regret, tes évolutions, tes succès, ta lumière préservée. Cette observation silencieuse nourrit à la fois son respect et son désir. Il ne voit plus la femme qu'il a quittée, il voit la femme qui a su traverser l'épreuve et en sortir grandie. Et cela, pour une énergie masculine qui valorise la force et la résilience, est un aimant d'une puissance inouïe. Parallèlement, son corps commence à parler un langage qu'il ne peut plus ignorer. L'esprit peut tromper, rationaliser, l'âme peut être étouffée, mais le corps, lui, est le réceptacle final de toutes les vérités. L'anxiété diffuse qui le tenait peut se transformer en une nostalgie physique, une sensation presque palpable de manque qui n'est plus mentale, mais cellulaire. C'est un poids dans la poitrine, un serrement au creux de l'estomac lorsqu'une pensée de toi traverse son esprit. Il peut faire des rêves d'une clarté troublante, où vous interagissez avec une simplicité et une normalité désarmante,
vous préparant un repas, riant d'une bêtise, vous tenant simplement, et se réveiller avec un sentiment de paix si profond qu'il en est bouleversé, ou au contraire, avec un sentiment de vide si aigu qu'il en a le souffle coupé. Ces rêves sont des réparations. Ils réparent le lien au niveau subtil, lui montrant le potentiel de normalité heureuse, désamorçant la peur du drame ou de l'étouffement. Le corps, ainsi, devient son allié, son guide. Il ne le trahit plus en fuyant, il le guide vers ce qui lui apportera l'apaisement. Alors se produit un phénomène crucial, la réconciliation avec sa propre vulnérabilité. Tout son parcours de « fuyant » était basé sur une équation erronée, vulnérabilité égale faiblesse égale danger. Dans cette phase finale, il commence à déconstruire cette croyance. Il réalise, souvent à travers les exemples d'autres hommes qu'il admire ou à travers sa propre introspection, que la vraie force réside dans le courage d'être vulnérable. Que montrer ses sentiments, assumer ses erreurs, exprimer son attachement, n'est pas un renoncement à sa puissance, mais son affirmation la plus haute. Cette révolution intérieure est le pivot sans lequel aucun retour authentique n'est possible. Sans elle, un retour serait juste une autre forme de manipulation ou de fuite en avant. Avec elle, le retour devient un acte d'intégrité. Il apprend à ne plus avoir honte du sentiment qu'il éprouve, à ne plus le voir comme une faille dans son armure, mais comme la preuve de sa pleine humanité. Il comprend que l'amour qu'il ressent pour toi ne le diminue pas, il l'agrandit. C'est peut-être la réalisation la plus libératrice de toutes. Et c'est à ce stade que la fameuse loi de l'attraction réciproque opère à plein. Ton ancrage, ta paix, ta vie florissante créent un champ magnétique stable. Sa vulnérabilité assumée, son désir purifié de la peur, crée une charge qui ne cherche plus qu'à se connecter à ce champ stable. Vous devenez, sans le savoir, comme deux aimants que l'on a enfin retournés dans le bon sens. La répulsion cesse, l'attraction devient irrésistible et naturelle. Il ne se force pas, faire un pas. Le pas se fait presque de lui-même, porté par la conviction profonde que c'est la seule direction qui ait du sens. La peur n'a pas disparu, la peur de ta réaction, la peur de se tromper, la peur de l'inconnu, mais elle n'est plus le conducteur. Elle est devenue un passager dont on reconnaît la présence, mais à qui on refuse désormais le volant. Le premier contact, lorsqu'il survient, porte donc l'empreinte énergétique de tout ce chemin. Il ne ressemblera à aucun de ceux qui ont pu précéder la séparation. Il sera empreint d'une simplicité courageuse. Ce ne sera probablement pas une déclaration enflammée de 3 pages, cela viendra peut-être plus tard. Ce sera probablement quelque chose de direct, de clair, qui ne laisse pas de place au doute sur l'intention, mais qui ne fait pas non plus peser de lourdes attentes. Un message qui dit « J'ai besoin de te parler. Peux-tu m'accorder un moment ?» Ou « Je pense souvent à toi et à notre histoire. J'aimerais échanger si tu es ouverte à cela. » La forme est respectueuse, l'énergie est calme, ancrée, et porte en elle une forme d'humilité nouvelle. Il ne cherche plus à impressionner, à séduire avec de vieux schémas. Il se présente, simplement, avec la vérité de son cheminement. Cette authenticité est la clé qui pourra déverrouiller ton propre cœur, car tu sentiras à travers les mots que ce n'est plus le même homme. Que la maturité a fait son travail. Son retour physique, la rencontre, sera alors le début d'un tout nouveau chapitre, et non la reprise de l'ancien. Vous ne reprenez pas là où vous vous étiez arrêté, car vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous commencez une nouvelle relation, avec une histoire commune certes, mais avec des individualités transformées. La dynamique de poursuite-fuite est morte, remplacée par une dynamique de marche côte à côte. La conversation pourra alors aborder avec franchise les blessures passées, non pour réouvrir les plaies dans le conflit, mais pour les reconnaître, les honorer, et les penser avec le baume de la compréhension mutuelle et de la responsabilité prise. Il pourra enfin dire les mots qui ont mis si longtemps à mûrir. J'avais peur. Je ne savais pas comment aimer. J'ai vu ta lumière et je me suis senti indigne. Regretter mon silence est devenu plus lourd que la peur de parler. Ton rôle, dans cette phase ultime, est de maintenir ta souveraineté. Accueillir ne signifie pas tout accepter sans discernement. Écouter son cheminement avec bienveillance ne signifie pas effacer magiquement ta propre douleur ou tes besoins. C'est justement parce que tu es ancré dans ta valeur que tu peux accueillir ses paroles sans être immédiatement emporté par un espoir aveugle. Tu peux l'entendre, reconnaître l'évolution, et aussi poser tes conditions, exprimer ce dont tu as besoin pour reconstruire la confiance. C'est cette posture équilibrée, cœur ouvert, mais colonne vertébrale droite, qui scellera la qualité de la nouvelle alliance.
Il ne revient pas vers une femme qui l'attend les bras ouverts en ayant tout pardonné d'avance. Il revient vers une femme qui sait sa valeur, et qui exige que le pont soit reconstruit avec des matériaux solides et neufs. Ainsi, le basculement inattendu trouve sa conclusion logique non dans une simple réunion, mais dans une renaissance relationnelle. Ce qui le pousse à revenir vers toi aujourd'hui, c'est la confluence parfaite de son propre effondrement contrôlé, de ton élévation constante, et de l'intelligence du lien lui-même qui refuse de se laisser dissoudre dans le non-sens. C'est la preuve que certaines connexions sont des sculptures du temps et de l'épreuve. Elles sont taillées, érodées, polies par l'absence et la douleur, pour révéler enfin leur forme véritable, non plus un idéal fantasmé, mais un amour réel, résilient et profondément ancré dans la vérité de deux êtres devenus entiers. Le chemin n'est donc pas terminé. Il entre dans sa phase la plus intéressante, celle de la construction consciente. Mais la force qui a opéré ce basculement, cette alchimie entre ta paix et son éveil, est la même qui vous soutiendra pour écrire la suite. Vous avez appris, séparément, la leçon la plus importante: on ne peut fonder un palais sur des sables mouvants. Vous voilà aujourd'hui, chacun ayant consolidé votre propre terrain. Et c'est sur ces fondations de roc, individuelles et solides, que vous pouvez désormais envisager de bâtir quelque chose ensemble, qui cette fois, pourra durer. Si ces mots ont trouvé un écho dans ton cœur, si tu sens que cette explication met des mots sur ce que tu pressentais, laisse une trace de ton passage en commentaire. Partage un bref ressenti, ou écris simplement « Je tiens mon axe ». Rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant pour ne manquer aucune des clés qui éclaireront la suite de ton chemin. Ton histoire est en train de s'écrire, et nous sommes là pour en célébrer chaque chapitre.